Les coopératives, acteurs de la résilience du monde rural et du monde agricole, on vient de le voir. Alors, quel est le rôle que vont jouer justement les administrateurs de ces coopératives? On va en parler dès à présent avec nos invités, Marine Boyer, Séverine Darsonville, Patrick Grisou, Florent Estebenet et Stéphane Neck. Merci à vous tous et toutes d'être là avec nous. On va partir, si vous le voulez bien, de vos parcours pour comprendre comment on devient administrateur, président de coopérative, qu'est-ce qui amène à ce choix, ces responsabilités et comment vous les vivez. Marine, est-ce que vous voulez bien commencer? Vous êtes exploitante agricole dans l'Aveyron, vous êtes en charge d'une CUMA, vous avez fait ce choix de travailler au sein des CUMA en tant que trésorière. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous a amené à devenir administratrice? C'était quoi le point de départ? Le point de départ, tout simplement, ça s'est fait à l'installation. Alors, tout simplement, en fait, j'ai repris l'exploitation de mon père et, en fait, son mandat de trésorier. Mon père était trésorier depuis 12 ans à la coopérative d'utilisation de matériel agricole local. Et donc, j'ai repris ces responsabilités de manière tout à fait logique. En fait, c'était comme la CUMA, c'est quand même un prolongement de l'exploitation. C'est un outil essentiel à son fonctionnement. Et donc, ça semblait sous le sens de poursuivre ce mandat-là. Donc, en fait, il m'a appris un petit peu le fonctionnement en m'intégrant au conseil d'administration en tant que stagiaire. Voilà. Et ensuite, petit à petit, il m'a donné un petit peu les clés de comment ça fonctionnait la CUMA et de comment je pouvais gérer la trésorerie. Ça s'est fait presque naturellement, en fait. Oui, voilà. Je ne me suis pas trop posé de questions si c'était normal ou pas. Puis j'ai toujours eu des parents investis, ce qui fait que dans ma nature, c'est aussi ça. Les valeurs qui m'ont transmises, c'est de s'investir. Mais qu'est-ce que ça veut dire en termes de responsabilité quand on reprend une exploitation agricole et qu'en même temps, on reprend quelque part des responsabilités dans la CUMA? Eh bien, en fait, la CUMA, c'est quand même une coopérative qui se veut à une échelle très locale, avec très peu d'adhérents. Et donc, ça a permis surtout une intégration sociale. En fait, ça m'a permis d'intégrer le milieu dans lequel j'allais évoluer, dans mon métier, de connaître les voisins, d'apprendre à travailler ensemble, en collectif, etc. Et en termes de responsabilité, eh bien, évidemment, il faut assurer quand même le fonctionnement global de la CUMA et on s'y affaire. D'où l'important de prendre progressivement connaissance de ce que sont ses responsabilités, ses missions, et on le fait dans un cadre familial. Je ne sais pas, Séverine Darsonville, si c'est votre parcours, si vous vous retrouvez dans ce que nous raconte Marine. Vous êtes depuis une dizaine d'années administratrice au sein d'un groupe coopératif d'envergure internationale chez Limagrin, tout en gérant effectivement votre propre exploitation agricole. Est-ce que le parcours de Marine est un parcours qui vous fait penser au vôtre ou est-ce que ça a été différent pour vous? Bien sûr que je m'y retrouve complètement. Je pense que tous les administrateurs et les administratrices, c'est déjà des personnes qui sont convaincues par la force du collectif. Vous savez, il y a une phrase qu'on dit souvent, c'est que seul on va peut-être plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et c'est vrai que l'histoire, que ce soit des CUMA ou des coopératives, le démontre, puisque les coopératives, ça date quand même pas d'hier, quoi. Et c'est vrai que plus particulièrement, moi, je suis issue d'une coopérative, Limagrin, qui a beaucoup structuré et qui continue beaucoup de structurer son territoire, l'agriculture de son territoire. Et c'est vrai que pour la plupart des associés coopérateurs, et j'en fais partie, Limagrin, c'est un membre de la famille. Et donc, on lui doit beaucoup, il nous doit beaucoup, et ce qui compte, c'est de s'engager pour faire perdurer cet outil-là au service des générations futures. Pascal Perry nous parlait tout à l'heure de fidélité, c'est dans les deux sens. C'était aussi naturel pour vous, avec l'exploitation agricole, d'avoir la coopérative et en l'occurrence Limagrin dans le package, je vais dire. Ouais, moi, je pense que je ne me serais pas installée s'il n'y avait pas eu Limagrin. Donc, je lui dois mon installation et du coup, j'ai ressenti le besoin de lui consacrer aussi du temps pour le développer et le faire perdurer
pour peut-être mes enfants qui voudront s'installer un jour, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que notre génération, qui ne sont pas la génération des fondateurs, souvent des coopératives, ils sont créés assez peu, des coopératives en France. Donc voilà, on hérite quelque part d'une situation. Et je pense qu'on se sent investi finalement de cet héritage, de le développer. C'est super important. Il ne faut pas non plus, il ne s'agit pas juste de le transmettre. On se doit de le développer et on se doit que finalement cet outil-là, il a été pertinent pour nous. Il doit l'être aussi pour les générations futures. C'est un choix important. On est bien sur cette idée de fidélité, mais très concrètement, en termes de responsabilité, en termes d'investissement, qu'est-ce que ça veut dire quand on a son exploitation à faire vivre au quotidien? Et on sait que c'est pas toujours si simple que ça. Alors, moi, l'Imagrin, c'est une coopérative qui prend beaucoup de temps à ses adhérents, à ses administrateurs, pardon, c'est clair. Et donc, effectivement, c'est très impactant sur une exploitation. Ça vous change la vie, ça nécessite de s'organiser beaucoup, d'embaucher parfois. Donc effectivement, on s'investit humainement pour la coopérative, mais effectivement, c'est un investissement qui dépasse souvent le cadre de la personne qui s'investit et qui chapeaute, qui tourne beaucoup autour de cette personne. Et donc l'exploitation, la famille... voilà, c'est vraiment un parcours de vie, quoi. Ça oblige, et on en parlait en préparant, à envisager son activité comme un tout, avec une partie pour la coopérative et une partie pour l'exploitation, les deux étant très très liés. Alors c'est vrai évidemment quand on est administratrice, administrateur. Est-ce que ça l'est aussi quand on est président? Patrick Grisou et Florent Estebenet, vous êtes tous deux présidents de Terre du Sud et de Vivadour. Est-ce que vous pouvez l'un et l'autre nous raconter ce qui vous a amené à ces responsabilités-là? Je ne sais pas qui commence, allez, je peux le Patrick, faire. Patrick, ton qu'aîné. Il n'y a pas de souci. Oui, alors on ne vient pas président par hasard non plus, je veux dire. Mon parcours, moi, il est un peu singulier puisque je ne suis pas issu d'une famille agricole, d'agriculteurs. Mais par contre, j'ai toujours eu la passion pour ce métier, pour ce milieu. Et donc, après des études agricoles, j'ai eu l'opportunité de pouvoir m'installer sur une exploitation agricole. Et naturellement, j'ai ressenti le besoin de m'investir dans un collectif pour me faire grandir, moi, en tant que personne, en tant qu'agriculteur, mais aussi pour l'exploitation, et puis le goût naturel de participer à des démarches collectives. Je l'ai eu aussi par le sport, et donc on y retrouve quelque part ces valeurs du collectif. Et donc après, on a un parcours qui fait qu'on s'investit, on y met certainement plus d'énergie, toujours plus d'énergie, et puis à un moment donné, on nous demande de prendre un peu plus de responsabilité, on l'accepte ou on ne l'accepte pas. Et comme j'ai toujours eu ce plaisir de participer, d'animer, de faire vivre des collectifs, naturellement, j'ai toujours pris un peu plus de responsabilité dans la coopérative. Donc j'ai commencé administrateur en 2001 pour devenir membre du bureau en 2008 et prendre la présidence de la coopérative en 2011. Donc ça a été un parcours non pas décidé, je vais dire, mais oui, en tout cas accepté. C'est comme ça qu'il faut le voir. Je l'ai pas provoqué, je l'ai simplement accepté parce que c'était pour moi une émission. C'était pas une stratégie, non, mais c'est venu c'était pas naturellement. mon ambition particulière. C'est simplement je l'ai accepté et avec plaisir. Et je porte encore cette fonction de présidence avec plaisir. Et c'est vrai qu'après il faut forcément adapter son organisation personnelle, son organisation familiale pour pouvoir l'assumer le plus correctement possible. Et son organisation professionnelle. Absolument. Sur l'exploitation. Absolument. Comme le disait Séverine, ça veut dire de travailler parfois avec une organisation nouvelle impliquant d'autres personnes. C'est une obligation que de s'entourer pour pouvoir assumer des fonctions, notamment sur des groupes coopératifs. Qu'ils soient petits ou grands d'ailleurs, l'implication elle est souvent la même. La complexité vient parfois de la diversité des activités que nous avons et qui amène forcément à un peu plus d'implication encore lorsque vous avez beaucoup de métiers à suivre sur une coopérative, même si vous êtes organisé, si vous déléguez, il n'empêche qu'il y a un suivi nécessaire.
Ça nécessite de s'organiser. Et moi, à titre personnel, j'ai eu l'opportunité de voir arriver sur mon exploitation mon fils aîné dès ma prise de fonction. Alors d'abord en tant que salarié et puis maintenant en tant qu'associé salarié sur la société. C'est en tout cas un soulagement que d'avoir quelqu'un sur l'exploitation qui porte l'exploitation et qui vous enlève une charge en fait mentale supplémentaire, même si bien entendu il faut partager la réflexion, il faut partager le travail, mais il n'empêche que c'est une charge mentale qui vous est un peu enlevée lorsque vous avez quelqu'un de grande confiance sur l'exploitation. Ce terme de charge mentale, on va peut-être revenir dessus au cours de cette table ronde parce que c'est important. Florent, vous êtes le très jeune président de Vivadour. Vous pouvez nous raconter comment, quand on fait partie de cette jeune génération, on arrive à ces responsabilités de président? Eh bien, comme Patrick, bien sûr, je suis issu d'une exploitation agricole familiale. Donc, c'est vrai qu'on a organisé ce qui était mon installation sur exploitation familiale. Déjà, une exploitation un lien très fort avec ma coopérative Vivadour. C'est déjà le premier point de départ. Et en fait, une fois l'installation faite, assez naturellement, en effet, la pyramide des âges aussi au sein des conseils d'administration fait que le renouvellement se met en place. Et donc, j'ai eu la chance en fait, d'avoir pu rentrer en tant qu'auditeur à la coopérative Vivadour en 2016. Voilà, je suis rentré auditeur et élu administrateur à l'Assemblée générale de 2017. Voilà, ça c'était une chance. Et alors c'est pareil, ça n'a pas été voulu dès le départ, bien entendu, mais c'est une opportunité qui s'est présentée. Et donc la volonté, c'était de pouvoir poursuivre mon engagement au niveau de ma coopérative. Et donc au fur et à mesure de formation, et je crois qu'on va parler formation un petit peu après, au fur et à mesure de formation, et bien, voilà, je suis arrivé du coup élu en décembre de l'année dernière, président de ma coopérative Vivadour. Donc voilà, c'est une grosse fierté. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'organisation. Patrick l'a très bien dit, c'est un engagement qui est très fort. Voilà, et de moi, en tout cas, mon organisation personnelle, sur mon exploitation, c'est mon jeune frère qui est venu avec moi sur l'exploitation, Thibaut, voilà, qui m'a rejoint. Et on a pu conserver cette organisation d'associés associés au niveau de l'exploitation familiale, donc partage du travail. Mais malgré tout, mon temps à moi est en effet largement consacré à la présidence de la coopérative. On entend bien vos témoignages, l'importance d'être soutenu et dans l'exploitation et soutenu dans ces parcours que vous faites au sein des coopératives. Et au sein des coopératives, Patrick, il y a quelque chose qui est souvent regardé avec beaucoup d'attention, c'est ce binôme président-directeur. On a tendance à dire que ça fonctionne dans la coopérative si le binôme est solide, s'il est efficace et s'il travaille bien ensemble. Quel soutien ou quelle importance de ce binôme dans la manière dont les parcours des administrateurs vont pouvoir se mettre en place? Il est essentiel dans la gouvernance de nos coopératives. En fait, nos coopératives, par la singularité de leur modèle, ont une gouvernance qui ne fonctionne que si les équilibres sont trouvés. Que ce soit entre d'ailleurs les administrateurs et les salariés, et surtout, et au premier chef, entre le président et son directeur, et le directeur et son président. Et donc, en fait, il est essentiel de créer un binôme où chacun doit trouver sa place, que les fonctions soient clairement identifiées et que l'échange, le dialogue, le partage soient permanents. En fait. Ça permet d'abord de renforcer les choix stratégiques qui pourraient être faits, qui sont nécessaires, mais c'est aussi le fait de pouvoir travailler justement dans un collectif. On se sent beaucoup moins seul lorsqu'on peut partager au quotidien les réflexions, les difficultés, la charge mentale que j'évoquais tout à l'heure. Et donc ça, c'est essentiel. Un binôme dans une coopérative, il est la clé, le binôme président-directeur, il est la clé de voûte en fait, du fonctionnement de la gouvernance d'une coopérative. Et il est essentiel. Et une coopérative ne peut pas fonctionner correctement si ce binôme-là ne trouve pas son équilibre dans sa façon d'aborder la gouvernance. En fait. Voilà. Il y a des facteurs, on va dire, nécessaires. Stéphane Neg, je vois que vous écoutez avec beaucoup d'attention l'ensemble de ces témoignages. Au regard de ces parcours, qu'est-ce que vous en tirez en termes de rôle, de responsabilité et on va dire encore une fois de conditions de réussite pour des parcours d'administrateurs? Peut-être rappeler tout de même, là, au vu de ces témoignages, que les administrateurs sont avant tout des agricultrices, des agriculteurs, associés de leur coopérative, coopérateurs, apporteurs à la coopérative et élus parmi leurs pairs. Ce qui est quand même un signe fort du modèle coopératif. Alors le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour administrer, gérer la coopérative et en assurer son bon fonctionnement.
Ça a été évoqué, le conseil peut aussi nommer un directeur, le plus souvent salarié, qui exerce ses fonctions sous le contrôle des administrateurs. Donc c'est aussi une surveillance des administrateurs. Ça a été évoqué aussi par Pascal Perry, c'est à un moment donné, il a évoqué l'Assemblée générale et la croissance. On s'interroge sur la croissance. Certes, c'est en Assemblée générale que l'on décide, mais toute cette préparation pour savoir si on y va ou pas, c'est l'administrateur au sein du conseil qui échange en lien avec la direction et ce binôme pour préparer et puis ensuite apporter l'information aux associés coopérateurs pour savoir s'il est utile ou pas de grandir, de fusionner, de créer une union. Les administrateurs ont aussi un rôle majeur, c'est de représenter les intérêts des membres, donc des associés coopérateurs. Essentiel. Aussi bien à court terme pour déjà écouler la production des membres, assurer la valorisation, la rémunération des associés coopérateurs, mais aussi à moyen et long terme pour assurer la pérennité de la coopérative, toujours dans l'intérêt des associés coopérateurs actuels et futurs. Un dernier point aussi, c'est que les administrateurs prennent les décisions collégialement et ils sont responsables collectivement, donc collégial, collectivement, et sont des mandataires sociaux avec une responsabilité civile et pénale. Ça fait beaucoup de choses. Séverine réagit. Ah oui. Ça fait peur, ça? Non, disons qu'on ne peut pas être responsable sans avoir de responsabilité. Et je pense que c'est extrêmement important d'être clair là-dessus quand les administrateurs rentrent à ce poste-là. C'est qu'ils endossent vraiment la responsabilité. Et effectivement, Stéphane a dit, civil et pénal. Et c'est vrai que, alors sur la coopérative, c'est une chose. Quand après on a des filiales, c'est encore une autre étape. Mais pour moi, on ne peut pas être avoir la responsabilité sans être responsable. Donc, effectivement, c'est un costume à endosser aussi. Mais bon, voilà, là aussi, on va en parler tout à l'heure. Mais quand on rentre, il y a tout un processus. Il y a des formations, il y a des choses comme ça. Il y a les anciens administrateurs qui vous aident aussi et qui vous parrainent quelquefois dans des coopératives. Donc voilà, vous n'êtes pas tout seul. Mais c'est vrai que c'est important d'assumer vraiment sa responsabilité. La responsabilité va avec la décision et effectivement, c'est deux faces d'une même pièce. On entend à ce que vous nous dites tous, à la fois que c'est important, ça peut être lourd, on imagine que ça peut être lourd, qu'il y a des responsabilités, qu'il y a des missions à accomplir, que ça peut prendre du temps, que ça peut empiéter sur le travail dans les exploitations. Très concrètement, est-ce qu'il y a des choses, des dispositifs, des accompagnements, des modes de fonctionnement des coopératives qui aident à concilier la vie personnelle, la vie familiale, la vie de l'exploitation et celle de la coopérative? Il y a des choses concrètes, non ? Oui, je veux parler pour le cas des CUMA. Donc c'est vrai que mes engagements m'ont porté aussi à prendre des responsabilités dans le réseau fédératif CUMA, donc le réseau qui accompagne au quotidien les CUMA, dans leur quotidien, et aussi dans les défis de demain. Et en fait, ça se traduit par une organisation sur mon exploitation. Donc déjà, je suis installée en GAEC et mon associé est tout à fait d'accord avec le fait que je puisse prendre des responsabilités. Il a aussi ses engagements associatifs de son côté. Et en fait, ça nous permet de trouver une sorte d'équilibre. Et auquel cas, il faudrait pallier encore plus à mon absence. La CUMA locale nous offre la possibilité d'avoir un salarié qui peut être mis à disposition de l'exploitation. Et donc, ça nous donne une possibilité de remplacement si nécessaire. Sécurité. Voilà, c'est ça. En sachant que vous arrivez quasiment sur l'année à équilibrer entre-temps pour vos responsabilités associatives et coopératives et l'exploitation. Oui, on arrive à s'organiser de manière logique, en fait. Dès lors que nous sommes tous les deux sur l'exploitation, on va s'affairer aux plus grosses tâches pour que s'il n'y en a qu'un, il n'ait pas tout le travail conséquent à faire. Voilà. Une organisation particulièrement calculée, réfléchie et qui fonctionne. Et puis, Séverine, on en a parlé aussi. En fait, parfois, faire venir un salarié de façon régulière, se faire aider sur l'exploitation, ça passe par les moyens financiers de le faire,
et les indemnités au sein des coopératives ont du sens pour ça. C'est même extrêmement important, je trouve. C'est-à-dire qu'il faut que la coopérative investisse dans son conseil d'administration. Et donc, elle peut investir dans son conseil d'administration de deux façons, sur la formation et sur le fait de mettre en place des indemnités qui soient suffisantes pour que l'associé coopérateur puisse assumer le rôle qui lui est demandé, le rôle qu'il veut bien prendre. Bien sûr, c'est lui qui le veut au départ, mais ne pas le mettre en difficulté sur son exploitation parce qu'il s'engage pour le collectif. Et ça, c'est très important parce que, sinon, ça peut créer des distorsions entre les associés coopérateurs, entre ceux qui peuvent, parce que leur exploitation est structurée comme ci, comme ça, qui peuvent potentiellement assumer le rôle d'administrateur, et ceux qui ne pourraient pas. Et donc, moi, je trouve que c'est une façon, le fait de mettre des indemnités, c'est une façon de dire à tous les associés coopérateurs, quelque part, si vous le souhaitez, et que vous êtes capable d'assumer le fait que ça va changer des choses dans votre vie, etc. Mais vous avez la possibilité d'être administrateur un jour. Ça ne vous mettra pas en difficulté sur votre exploitation que d'être administrateur. Ça dit aussi, votre temps a une valeur. Oui. De façon très forte. Et du coup, le président du conseil, quand il met des indemnités pour ses administrateurs, il exige aussi, en contrepartie, une assiduité, un investissement personnel et donc un conseil d'administration professionnel qui fonctionne. Le professionnalisme est effectivement lié à ces indemnités. Organisation, indemnité, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui permettent ces parcours ? Laurent ? Non, moi je voulais dire par rapport à la nouvelle génération, je dirais que ce qui a changé aussi et ce qui est fondamental, c'est la taille des exploitations, la concentration des exploitations agricoles. Les élus que nous sommes ou nos associés coopérateurs n'y échappent pas. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'engagement d'un administrateur d'une coopérative agricole, il se doit, ça a été dit, les mots phares, c'est organisation et performance. Et tout cela aussi avec les tailles d'exploitation qui sont de plus en plus conséquentes. Et donc nous avons, je pense, autour de la table, c'est vrai que des tailles d'exploitation qui demandent par rapport, aux générations précédentes, un travail sur l'exploitation quand même d'autant plus fourni et plus important, et dont chacun doit bien trouver son organisation avant de s'engager. C'est ça le message qu'on porte, en tout cas, lorsqu'on va chercher des associés coopérateurs demain qui souhaiteraient s'engager, c'est de faire très attention, l'obligation de performance sur l'exploitation, en termes de transparence et d'image que l'on doit porter, c'est très important. C'est un préalable, effectivement, c'est important d'en parler, c'est que l'organisation, oui. On n'a pas abordé un sujet qui est la formation, l'information en fait, qui est essentiel aussi pour nos administrateurs si on veut mener à bien la fonction qui est la nôtre aujourd'hui, c'est d'être extrêmement bien formé sur la compréhension des enjeux, sur la compréhension de la partie juridique, etc., parce qu'on l'a dit, c'est un engagement, mais c'est un engagement aussi juridique, et donc il faut extrêmement être bien informer clairement les administrateurs sur ces sujets-là, donc il faut les former. Et au-delà de la formation, il y a aussi l'information qui est importante. C'est-à-dire qu'il est nécessaire pour un administrateur que de se tenir informé de ce qui se passe en fait dans le monde en général, dans le monde agricole bien entendu, parce que derrière il y a des choix stratégiques à opérer et il faut bien entendu être suffisamment éclairé sur les sujets et d'actualité et au-delà pour bien être en capacité de prendre les bonnes décisions en fait. On voit bien les enjeux, montée en compétences aussi et ouverture. Il n'empêche qu'avec tous les facteurs que vous nous avez présentés sur vos parcours, en les illustrant par vos parcours, on se questionne aujourd'hui sur l'attractivité des coopératives, notamment avec les jeunes générations. Vous êtes là pour témoigner du contraire tous les deux, mais il y a quand même dans les coopératives cette question du renouvellement des administrateurs. Comment on fait pour aller chercher les nouvelles générations ? Comment on fait pour les faire venir jusqu'aux coopératives ?
Marine ? Oui, je crois qu'aujourd'hui, ça ne concerne pas seulement ce qu'on appelle les jeunes agriculteurs. Je crois qu'il faut revoir un petit peu notre modèle de transmission et penser un peu plus large et voir nos nouveaux agriculteurs. On a de nouveaux profils qui arrivent, une nouvelle agriculture. Il y a beaucoup de gens qui changent de métier aujourd'hui pour devenir agriculteurs. Et je pense qu'ils ne sont pas forcément informés sur la présence, l'utilité, voire la nécessité des coopératives qui sont présentes sur leur territoire et qui pourraient amener un plus à leur exploitation. Je prends l'exemple des CUMA. Très factuellement, un nouvel installé, s'il adhère à une CUMA, eh bien, très factuellement, voilà, il va réduire ses charges de mécanisation, il va avoir de la mutualisation de matériel, donc il va participer aussi à une sorte d'agroécologie, puisque avoir un matériel à plusieurs, c'est toujours plus écologique que de se l'acheter seul. Et à côté de ça, la CUMA va lui permettre, comme je le disais moi à mon installation, va lui permettre en fait de s'intégrer socialement, de connaître son environnement, de pouvoir peut-être s'entraider, de partager des savoir-faire, d'apprendre du métier et de partager aussi, et on le néglige souvent, des moments de convivialité. Oui. Il ne faut pas oublier ça. Ça peut être une dimension importante. Oui. Et on l'a compris tout à l'heure avec Pascal Perry, les jeunes agriculteurs recherchent aussi du sens et de la relation, du lien social aussi. Oui, tout à fait. Alors pour les coopératives agricoles, c'est vrai que, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais ce passage de flambeau qui s'opérait, où c'était le papa, ou souvent qui prenait la main de son enfant, qui l'amenait aux assemblées de section, puis en assemblée générale, souvent, cette passation de transmission d'état d'esprit, voilà. Eh bien, on retrouve aujourd'hui des gens qui sont non issus du monde agricole, donc ils échappent aussi à tous ces standards qui étaient des logiques d'époque. Et donc c'est vrai mais il y a quelques années déjà que les coopératives agricoles, on va en parler un peu après à travers la formation, mais ont déjà commencé à faire cet effort d'aller chercher en tout cas les jeunes nouveaux coopérateurs. Mais c'est vrai que la diminution de nouveaux installés ou de jeunes qui reprennent des exploitations agricoles, eh bien, nos coopératives agricoles n'échappent pas à cette diminution de la population agricole française, et elles n'échappent pas aussi au niveau de l'engagement de la gouvernance pour des nouveaux administrateurs. Voilà, je l'ai dit, des tailles d'exploitation qui grossissent. Donc l'enjeu pour un agriculteur associé coopérateur demain, de mettre entre parenthèses un petit peu son exploitation agricole, ou identifier qu'il va mettre son exploitation agricole entre parenthèses pour pouvoir s'engager. Voilà, ça c'est un véritable enjeu pour nous, c'est clair. Information à faire passer donc auprès des potentiels administrateurs. Ceci dit, il peut y avoir des choses qui effraient un peu, ou en tout cas qui freinent l'envie de devenir administrateur. Parmi ces choses-là, il peut y avoir le décalage entre l'échelle de l'exploitation et l'échelle de travail de la coopérative. Séverine d'Arsonville, il y a justement la question de la gestion des filiales et notamment de l'activité à l'étranger. Pour votre groupe, ça représente près de 90% de votre activité, ces filiales à l'étranger. Comment est-ce qu'on assure un pilotage, on va dire, fluide et efficace de ces entités quand on est aussi en charge de cette charge mentale de l'exploitation? Comment ça s'organise, ça? Alors, chez Limagrin, effectivement, l'international, c'est venu assez tôt dans l'histoire de la coopérative. Et donc, très tôt, les administrateurs, si on parle là de l'échelon, comment les administrateurs gèrent l'international, les administrateurs sont rentrés en responsabilité dans les filiales. Parce qu'effectivement, quand vous avez une coopérative qui reste de taille modeste et que tout le développement ou que la grande majorité du développement se fait dans le groupe, effectivement, vous ne pouvez pas, vous, en tant qu'administrateur, ne vous intéresser qu'à la coopérative et dire le groupe, c'est pas mon affaire, c'est pas possible. Donc, depuis très longtemps, les administrateurs sont en responsabilité dans les filiales, de manière très concrète. Donc, le conseil d'administration reste souverain des décisions. Par contre, les administrateurs sont répartis dans chacune des branches du groupe, donc semences de grande culture, semences potagères et boulangerie, ingrédients, produits de jardin. Et donc ça a deux intérêts.
c'est que, les administrateurs veillent à l'application des décisions du conseil d'administration au cœur des filiales. Et puis, ils ont aussi un rôle de faire remonter ce que vit la filiale, l'actualité des filiales, et aussi un rôle d'éclairage quand on pose des questions stratégiques sur telle ou telle activité. Les administrateurs qui sont en charge de ces activités-là amènent un éclairage un peu plus spécialisé, je dirais, aux autres administrateurs, et donc ça permet de faire le lien. La montée en compétences dont nous parlait Patrick tout de suite. Et après, effectivement, on a aussi l'échelon plus associé coopérateur international. Et là, effectivement, c'est une recherche d'équilibre. C'est très important que les associés coopérateurs comprennent et vivent que leur coopérative, elle développe autant le local, c'est-à-dire ce qui les concerne directement, que l'international qui va les concerner indirectement. Et ça, c'est possible chez nous parce qu'on a mis en place 2 principes forts. C'est que, et ils sont dans l'ordre, l'ordre est important, c'est que, le groupe doit servir en priorité la coopérative et donc les associés coopérateurs pour proposer des contrats intéressants, des contrats de production intéressants aux agriculteurs qui sont membres. Et une rémunération intéressante. Et 2, si ce n'est pas en lien direct, par exemple, quand on investit dans des semences potagères en Inde, ça n'a pas de lien direct avec la production physique des associés coopérateurs. Là, ça doit être pour conforter, pour appuyer une activité déjà existante, et l'activité doit être rentable parce que les associés coopérateurs, les adhérents, attendent finalement un retour financier de cet investissement-là qui ne les concerne pas directement, il va les concerner indirectement au travers d'un retour financier que nous, on flèche et on y tient beaucoup avec une clé de répartition sur les parts sociales, ce qui fait que les associés coopérateurs qui travaillent le plus avec leur coopérative profitent le plus de la rentabilité de l'international. Et donc, on garde le sens quelque part. Et vous mettez, et c'est un argument qui peut permettre d'attirer des coopérateurs, le travail de la coopérative, ses activités sont au service des coopérateurs. Ceci dit, et je voudrais interroger Florent là-dessus, on sent parfois qu'il peut y avoir la perception d'un décalage entre un groupe coopératif qui est très grand et des préoccupations qui sont celles d'une exploitation à une échelle bien plus faible. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage qui peut effrayer ou freiner en tout cas l'arrivée de nouveaux coopérateurs ? Alors, c'est un risque qui existe en effet, on pourra en débattre, mais je pense que il y a un exemple très concret, en tout cas, de différents groupes coopératifs en France qui ont une stratégie différente. Voilà. Et ce qui est très important, c'est que la stratégie des groupes coopératifs en France doivent être à tout prix validée par les associés coopérateurs. Et à partir du moment où c'est le cas, en réalité, à chacun, bien sûr, de voir quel est l'espace pour son territoire, quel est l'espace d'investissement qui pourrait être dédié à travers les filiales. Et derrière, il faut absolument que soit embarqué, que le conseil d'administration embarque son assemblée générale et l'ensemble des associés coopérateurs à travers la volonté que peut avoir stratégiquement un groupe. Et après, à partir de là, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de risque qui existe en vrai, du coup, parce que le risque qui existe, c'est celui de se retirer un peu du lien que l'on doit avoir avec nos territoires. Voilà, ça c'est le vrai risque. À partir du moment où on a ça en tête et qu'on respecte le fait que nous devons absolument garder un lien fort avec les territoires pour pouvoir partager la stratégie. Voilà, tout simplement. La proximité, dans la préparation, on en échangeait. On peut avoir une petite coopérative au sens de la proximité adossée à un grand groupe. Et ça n'empêche pas donc d'avoir cette proximité et cette approche territoriale.
Tout relève en fait dans la capacité que l'on a à animer en fait la relation avec les associés coopérateurs. C'est pas une histoire de taille en fait, c'est les moyens et la capacité que l'on a à le faire. Et lorsqu'il y a parfois une défiance envers la stratégie que peut porter la coopérative de la part des associés coopérateurs, il faut à ce moment-là savoir se remettre en cause sur le fait qu'on n'a pas certainement su faire passer les bons messages pour expliquer pourquoi on le fait en fait. Et là, c'est de la responsabilité de nous, élus, de faire en sorte que les messages soient clairs, que la stratégie soit claire. Alors elle est présentée régulièrement, bien entendu, et on l'a évoqué tout à l'heure, l'Assemblée Générale sert à ça, mais souvent ça ne suffit pas. Il faut savoir être au plus près justement de nos associés coopérateurs pour leur expliquer pourquoi on fait les choses en fait. Et après, peu importe la taille en fait, c'est pas un sujet de taille, c'est vraiment un sujet de moyens que l'on se donne pour faire passer et expliquer la stratégie. Stratégie, justement. Alors, comment on fait, parce que parfois c'est questionné, pour aligner la stratégie de la coopérative et les stratégies propres des coopérateurs? Ça, parfois, c'est une question que se posent certains coopérateurs en disant, est-ce que la coopérative va dans le même sens que moi? Est-ce que ça me sert vraiment? C'est une question que vous vous posez souvent. Comment on fait? La question nous est posée. Pour autant, fondamentalement, l'objet même d'une coopérative, c'est bien de faire cohabiter l'intérêt de l'associé coopérateur avec le développement de sa coopérative. Je dis bien de sa coopérative. Et donc c'est là que relève en effet ce que je disais précédemment, c'est qu'il faut expliquer pourquoi on fait les choses. Et dans la mesure où on arrive à l'expliquer, et dans la mesure où il y a une réelle retombée, alors parfois avec un pas de temps que l'on maîtrise plus ou moins, les retombées lorsqu'on a investi ne sont pas forcément immédiates. Et il est évident que lorsque les retombées sont là, l'explication elle est simple, mais il faut justement pouvoir le justifier dans les choix stratégiques et avoir non pas des promesses, mais des faits réels qui montrent que l'intérêt est bien partagé. Alors tirons ce fil, Patrick, justement. Pour réussir à faire ça, il faut travailler très efficacement avec son conseil d'administration. Absolument. Comment est-ce que vous travaillez avec ce conseil d'administration? Qui sont-ils et comment vous tricotez cette stratégie ensemble? Alors, notre rôle d'abord en tant que président, il est bien d'animer un conseil d'administration. C'est la fonction qui est la nôtre, au-delà des responsabilités qui sont les nôtres. D'abord, la composition du conseil est essentielle. C'est-à-dire qu'il faut éviter, alors certains appelleront ça des clones, mais enfin, en tout cas des gens qui se ressemblent trop au niveau d'un conseil d'administration. La richesse vient justement de la diversité de la composition du conseil d'administration. Généralement, les coopératives ont une constitution du conseil d'administration qui est tournée autour des territoires que porte la coopérative et des métiers. On essaie de faire en fait un croisement entre ces deux choses, qui est le territoire et les métiers. Ensuite, il faut, comme on l'a dit tout à l'heure, faire monter en compétence les administrateurs pour être à même de prendre les bons choix et de faire les bons choix stratégiques. Donc ça nécessite essentiellement par des échanges que nous devons avoir. Naturellement, ce qui se passe dans une coopérative, c'est qu'il y a un travail préparatoire qui est fait d'abord par un binôme, que l'on échange au niveau du bureau, et qu'ensuite on soumet, et au-delà de soumettre au conseil d'administration, que l'on débat en conseil d'administration. Et ensuite doit sortir une décision du conseil d'administration. C'est comme ça que doit fonctionner une coopérative. Et ça interroge la question de la formation. On tourne autour depuis Bien tout sûr. à l'heure. Oui. C'est essentiel, c'est primordial. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire en termes d'exigences, de besoins, en termes de formation? Pardon. Vas-y. Allez, non, mais c'est vrai que c'est très important. En effet, pour prendre part aux décisions, un conseil d'administration, sur en tout cas les décisions stratégiques à minima, un administrateur aujourd'hui ne doit pas simplement être disponible et dévoué à sa fonction. Il faut aussi qu'il soit compétent, formé et informé. Patrick l'a très bien dit tout à l'heure, être vraiment très au fait de tout ce qui peut se passer. Et le dernier chaîne de valeur là-dedans, c'est la formation, quoi. À partir du moment où on inclut le principe de formation, et c'est ce qu'on met en place, je pense, tous dans nos coopératives maintenant depuis de nombreuses années, j'ai envie de dire. On a des cursus de formation différents, à différents échelons, que ce soit avec les associés coopérateurs ou bien les administrateurs. Mais il faut absolument, dès le départ, proposer en tout cas des formations intéressantes. Et comment vous faites chez Vivadour? Alors chez Vivadour, on a un fonctionnement qui date d'une quinzaine d'années, je dirais, où en fait on commence tout d'abord à proposer aux jeunes installés, associés coopérateurs, de pouvoir suivre un cursus de formation. Et comme on a une coopérative, un groupe coopératif qui tourne autour de 6 activités, 6 métiers, ça permet aussi
aussi à différents adhérents, à associés coopérateurs de différents métiers du groupe coopératif de se rencontrer. Oui. Voilà, on crée un premier lien en fait. Et ce cursus de formation, personnellement, je l'ai suivi aussi lorsque je suis rentré auditeur en 2016. Donc ça permet de mettre un pied dans ce qu'est une coopérative agricole, de pouvoir expliquer déjà quel engagement on a lorsqu'on est associé coopérateur. Ça, c'était vraiment la base. Et ensuite, derrière, c'est de pouvoir... lorsque l'on est donc, du coup administrateur, il y a des formations décideurs qui sont proposées, ça a été mon cas, puis enfin des formations Sénèque, tout ça, des formations proposées par la formation Sénèque, peut-être que tout le monde ne connaît pas. C'est un cursus de formation qui est proposé par la coopération agricole, voilà, et qui en fait est en partenariat avec l'ESSEC, l'école l'ESSEC de commerce à Paris. Et donc, c'est un cursus de formation sur une année avec 8 modules de 3 jours à chaque fois. Donc, 8 modules, 3 jours. Donc, c'est, on dira là, une formation un peu premium qui est proposée aux administrateurs pour demain envisager la prise de fonction au niveau d'un bureau de coopérative. Souvent, c'est une formation qui se veut pour vice-président et président de coopérative agricole. Voilà. Et qui permet d'aborder un grand nombre de questions, à la fois sur la gouvernance, sur la compréhension de géopolitique, et puis des choses plus, on va dire, plus concrètes de gestion. Formation très importante. Séverine, de votre côté, en tant qu'administratrice aujourd'hui, est-ce que vous considérez que vous avez tous les outils qui vous permettent de fonctionner efficacement? Et en fait, quel parcours vous a amené à ça ? Alors, effectivement, la formation, c'est extrêmement important quand on rentre au conseil d'administration. Je dirais que c'est même ce qui peut être attractif pour recruter des administrateurs, parce que si on vient vous trouver et vous dire bon, est-ce que tu peux pas proposer ta candidature à la prochaine AG, mais après tu seras en responsabilité de tout, comme on l'a évoqué tout à l'heure, mais tu n'auras aucune formation. Bon, c'est pas très motivant quand même. Mais alors et puis ça peut faire peur. Eh ben, ça peut faire peur. Alors que si le cursus est en place, que quand on vient vous solliciter, on vous dit t'inquiète pas, bon, il y aura des indemnités pour pallier au fait que tu sois pas sur ton exploitation. En plus, on va te former sur toutes les fonctions qu'on attend de toi au final. Je pense qu'effectivement c'est très sécurisant pour un futur administrateur que de se voir accueilli comme ça. Et c'est vrai que chez nous, Limagrin, alors la formation des administrateurs, elle date de très très longtemps. Je ne saurais pas vous dire quand exactement, mais on a toujours une semaine de formation, tous les administrateurs par an, sur des sujets très divers et variés. En plus de ça, quand on rentre au conseil d'administration, on suit un cursus de la coopération agricole Auvergne-Rhône-Alpes, un cursus de formation pour être administrateur. Et après, effectivement, on envoie aussi quelques administrateurs par an faire la formation Sénèque, dont a parlé Florent, qui est effectivement d'un très bon niveau et qui assoit quelque part encore plus l'administrateur dans sa fonction et pour plus tard, effectivement, lui donne l'assurance dans le fait de prendre des fonctions encore un petit peu plus importantes, quoi. Marine, est-ce que c'est la même chose du côté des CUMA ? Est-ce que les besoins en formation sont identiques à ce qui vient d'être décrit ? Non, ce serait mentir que de dire qu'une CUMA nécessite autant de formation que pour gérer des grands groupes coopératifs comme on a autour de la table. En fait, une CUMA, ça va aller de 4 adhérents à une centaine et donc il faut ramener un petit peu la formation à cette échelle-là. Et puis, pour beaucoup d'agriculteurs, ça a été l'école qui a permis d'acquérir des notions de comptabilité, du travail collectif, etc. C'est la petite école de la démocratie, hein, on aime bien le dire, voilà. Et donc, quand même, les fédérations de CUMA départementales, locales ou même nationales proposent quand même des formations aux responsables, aux trésoriers, aux présidents pour quand même les préparer à une certaine fonction. Mais ça se veut participatif, c'est pas obligatoire. Voilà, le responsable doit être volontaire à y participer.
Et puis, il y a toujours la co-formation entre pairs. Vous avez insisté sur le lien social. Être accompagné par ses pairs, c'est aussi se former. Il y a deux autres enjeux qui me paraissent nécessaires à aborder dans ces défis auxquels vous êtes confrontés, administrateurs et tristes. C'est d'abord la digitalisation, le numérique comme support à l'information, à la donnée. Patrick, vous avez une approche assez inspirante, on va dire, au sein de votre coopérative. Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots? Je ne sais pas si elle est inspirante, mais en tout cas, c'est la nôtre approche. Donc après, chacun le prend comme il le veut. Ce qui est certain, c'est qu'on voit bien que ce phénomène de digitalisation s'est accéléré, voire très vite ces derniers temps. Donc vous avez deux façons d'aborder ce sujet-là. Soit vous en faites une finalité, c'est-à-dire que vous faites comme tout le monde, vous digitalisez vos activités, soit vous en faites un outil stratégique au sein de votre coopérative. C'est le choix qui a été fait le nôtre, et notamment en relation avec nos associés coopérateurs. C'est qu'au-delà de la digitalisation qui accompagne aujourd'hui l'ensemble de nos métiers, on a aussi fait le choix de remettre au centre l'agriculteur au travers de la digitalisation. Ça veut dire quoi? C'est qu'on a travaillé sur le développement d'un outil omnicanal qui a été co-construit d'ailleurs avec certains adhérents. On a pris un panel d'agriculteurs avec qui nous avons co-construit cette démarche-là pour, à partir de leur activité, qu'ils puissent avoir accès à l'ensemble des informations, des échanges qu'ils ont avec leur coopérative. Donc aujourd'hui, on passe par un outil omnicanal qui leur permet d'avoir la totale relation avec le groupe, que ce soit sur les métiers, mais aussi dans les transactions au quotidien qu'ils peuvent avoir, ou les échanges d'ailleurs même, y compris d'informations, etc., avec l'agriculteur. Donc l'agriculteur est au centre et il a accès à tout un tas d'outils qui lui permettent d'avoir la relation avec l'agriculteur. Et aujourd'hui, bilan pleinement approprié? Oui, alors c'était un pari, mais un pari qui aujourd'hui est payant. Pourquoi? D'abord, on s'est aperçu qu'il n'y a pas d'âge en fait. On pouvait imaginer que l'ancienne génération d'agriculteurs était plutôt en réticence, pas en résistance, mais en réticence. Absolument pas. En fait, il n'y a pas de phénomène d'âge. On a parfois des jeunes agriculteurs qui sont plutôt réticents à ça et qui ont besoin d'un fonctionnement plus historique, on va dire. Donc, il n'y a pas vraiment de difficultés liées à l'âge. Et on s'est aperçu avec le temps qu'au contraire, on a recréé du lien avec les associés coopérateurs au travers de la digitalisation. Et ça, c'est essentiel. Pourquoi? Parce qu'on en parle depuis tout ce matin. Ça redonne sens, en fait. Et je trouve que ça présente un intérêt aussi, certainement par rapport à une jeune génération qui, de toute façon, vit et vivra de plus en plus avec ces modèles-là. Digitalisation, avant de passer la parole à Stéphane pour regarder du côté du HCCA tous ces enjeux et ces défis. Un dernier point, mesdames, féminisation, est-ce que là aussi c'est un défi? Est-ce que ça se pose en défi ou est-ce que finalement c'est pas une question? Séverine, Marine, en quelques mots. Alors moi, je rebondirai sur ce qu'a dit Patrick. Effectivement, un conseil efficace, c'est pas un conseil de clone. Donc ça veut dire, ça sous-entend qu'il faut inclure de la diversité et il faut absolument avoir de la représentativité. Moi, ma réponse, je la ferai dans ces deux jalons-là, diversité, représentativité. Souvent, effectivement, on crée une représentativité de territoire et d'activité. Moi, j'y ajouterai bien sûr le genre. Ça fait partie des représentativités à inclure selon un petit peu, je dirais, de comment est structuré le groupe des associés coopérateurs. Il y a des secteurs d'activité où la féminisation est plus importante que d'autres et pour moi, elle doit transparaître dans le conseil d'administration. Représentativité d'âge aussi, on l'a un peu évoqué, mais je pense qu'il est important de ne pas avoir que des gens de la même génération, par exemple, parce que quand ils vont partir, il y aura un renouvellement un petit peu accéléré qui va se produire avec des difficultés de gouvernance que ça implique. Et après, je dirais que la féminisation, si on revient dessus, les difficultés de féminisation, quand il y en a, elles viennent souvent aussi d'un défaut d'assurance que les femmes ont plus que les hommes. Ça a été démontré. Et donc, il faut mettre en place dans la coopérative une vraie volonté de faire monter en assurance les femmes associées, les femmes agricultrices qu'on a au sein de notre coopérative.
susciter, encourager leur présence, leur participation aux différentes réunions pour pouvoir espérer les faire monter quelques années après au sein du conseil d'administration. C'est vraiment un travail de long terme, et ça s'improvise pas comme ça, je pense. Ça prend du temps. Côté CUMA, rapidement, côté CUMA, la féminisation, elle est difficile parce qu'on ne peut pas inventer les femmes que l'on n'a pas. Malheureusement, on souffre d'une légende vraiment ancienne qui veut que le matériel soit masculin. Et en fait, on essaye un petit peu de déconstruire ça, parce qu'en fait, le tracteur, ce n'est pas seulement la machine, mais c'est aussi la place sur l'exploitation et la place qu'on se donnait sur l'exploitation. Et on peut être au volant. Et on peut être au volant. Alors, Stéphane, justement, vous écoutez toujours avec beaucoup d'attention. On a posé des défis. En conclusion, en fait, comment le HCCA peut être en accompagnement, en support, en aide aux coopérateurs et aux administrateurs pour répondre à l'ensemble de ces défis? Vous avez des propositions? Oui, alors le HCCA a plusieurs missions légales, mais au-delà de ces missions légales, il y a une ambition du comité directeur du HCCA, c'est effectivement qu'on accompagne collectivement l'ensemble des coopératives, pas un conseil individuel, mais vraiment un accompagnement des coopératives. On a publié un guide de gouvernance qui fait l'objet aujourd'hui effectivement de ce webinaire, où on évoque les différents sujets par chapitre, la proximité avec les associés coopérateurs, le rôle du conseil d'administration, les parties prenantes, le binôme présidence-direction. Et dans ce guide qui se voulait pratique, c'est de se poser les bonnes questions sur tous ces différents sujets. On n'a rien inventé. Les coopératives n'ont pas attendu le guide pour se préoccuper de leur gouvernance, mais de s'interroger régulièrement sur les bonnes initiatives qui existent. C'était une des volontés du HCCA. En appui du guide ou en complément, il y a l'outil La Révision. Bon, Gilles l'a rappelé, qui était pris plutôt comme une contrainte à l'époque, notamment parce qu'il y a aussi un coût. Mais la révision maintenant est connue et reconnue. Ça consiste à un audit de la conformité de la coopérative sur tous les aspects juridiques, fiscaux, mais aussi de gouvernance. Et puis un échange avec les administrateurs, des enquêtes, des entretiens entre le réviseur expérimenté qui est au quotidien sur le terrain et qui connaît parfaitement les coopératives dans leur diversité, leur culture, leur ancrage territorial. Et à la suite de cette mission, ou à l'issue de cette mission, il y a d'abord une restitution devant le conseil d'administration, donc encore un échange avec les administrateurs. C'est l'un des seuls audits où il y a finalement un échange entre l'auditeur, le réviseur et les administrateurs. Et on est vraiment dans la montée en compétences collective. Et on est dans la montée en compétences avec cette restitution au conseil d'administration et, le cas échéant, des mesures correctives à apporter avec une mission pédagogique qui laisse le temps à la coopérative de corriger les éventuels dysfonctionnements. Et si vraiment, pour aller jusqu'au bout, ces dysfonctionnements ne sont pas corrigés, le HCCA reprend la main avec un regard plus de contrôle et de garant du respect des textes et de gendarmes, comme l'a précisé Gilles Bars. Et vous répondez avec ces éléments à l'une des questions qui est arrivée via le chat sur les outils à disposition des administrateurs pour évaluer la bonne santé et la bonne gouvernance. Merci à vous cinq. On aurait encore beaucoup de choses à se dire. C'est évidemment pas un sujet épuisé. Je vous propose à présent de conclure ce webinaire et de le faire avec le président du HCCA, Daniel Chéron, qui va venir nous rejoindre. Merci beaucoup. Merci.